Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à une question qui traverse les siècles. Pourquoi est-ce que certaines œuvres, écrites il y a des centaines, parfois des milliers d'années, continuent de nous toucher, de nous fasciner? Bref, qu'est-ce qui fait qu'un texte devient un classique? Réfléchissez-y une seconde. Qu'est-ce que l'Odyssée d'Homère, l'Oedipe-Roi de Sophocle ou même le Don Quichotte de Cervantes peuvent bien avoir en commun? Des siècles les séparent, et pourtant, ils sont toujours là, ils nous parlent encore. Pour comprendre ce mystère, on va mener une sorte d'enquête. Une enquête littéraire, en suivant pas à pas les indices que l'histoire nous a laissés. Prêt? Allons-y. Alors, toute enquête a un point de départ. Le nôtre, c'est la Grèce antique. C'est là-bas, dans ce qui est un peu le berceau de notre culture, qu'il s'est passé quelque chose de décisif. Une transformation, presque invisible, mais absolument fondamentale. C'est notre premier indice, le moment où le mythe est devenu de la littérature. Avant que l'écriture ne se répande, les grandes histoires, les mythes, ils n'étaient pas figés. Ils étaient racontés, transmis oralement de génération en génération. C'étaient des récits vivants qui changeaient un peu à chaque fois et qui étaient surtout liés à des rituels, à du sacré. Et puis, l'écriture arrive. Et là, tout bascule. L'histoire devient une œuvre, un texte fixe, un objet qu'on peut lire, relire, analyser et surtout qu'on peut apprécier pour sa beauté en tant que tel. C'est exactement ce processus que les spécialistes appellent la désacralisation. Et attention, il faut bien comprendre ce que ce mot, la désacralisation, signifie. Ça ne veut pas dire que le texte perd tout son sens sacré, pas du tout, ça veut dire qu'il gagne autre chose, il s'ouvre. La question n'est plus seulement qu'est-ce que je dois croire, mais aussi tiens, comment c'est écrit et qu'est-ce que ça me fait ressentir à moi, lecteur. La dotée du texte, l'esthétique, commence à compter autant, sinon plus, que sa fonction religieuse. C'est en quelque sorte la naissance de l'art pour l'art. Bon, récapitulons. Premier indice, pour qu'un récit devienne un classique, il a d'abord fallu qu'il passe du statut de mythe sacré à celui d'œuvre d'art. Très bien. Mais ça nous amène tout de suite à une autre question encore plus vertigineuse. Une fois écrits, comment ces textes ont-ils fait pour survivre à des siècles de guerre, d'incendies, d'oubli? C'est notre deuxième piste. Regardez bien ce parcours, ce n'est pas du tout une autoroute, c'est un chemin tortueux, plein de hasards. C'est presque un miracle en fait. Après la chute de l'Empire romain, ici en Occident, une énorme partie de ce savoir est tout simplement perdue. Heureusement, il y a les moines copistes qui sauvent ce qu'ils peuvent. Mais pendant ce temps, plus à l'est, dans l'Empire byzantin, cet héritage grec est bien mieux conservé. Et le plus incroyable, c'est le détour que tout ça va prendre pour nous revenir. C'est via les grands savants du monde arabo-musulman, comme le philosophe Averroès à Cordoue, que ces textes grecs vont être traduits, commentés et finalement réintroduits en Europe. C'est ce retour qui va nourrir la grande explosion intellectuelle de la Renaissance. La conclusion de tout ça, elle est vraiment fondamentale. Ce qu'on appelle le canon littéraire, vous savez, cette liste un peu intimidante des grands classiques, ce n'est pas une liste tombée du ciel, c'est une construction. Le résultat fragile et magnifique d'accidents de l'histoire, de rencontres improbables entre les cultures, de traductions et de transmissions, c'est un héritage métissé. On avance dans notre enquête. On a nos deux premiers indices. On arrive maintenant au troisième et dernier, qui nous fait faire un bond en avant à l'aube des temps modernes. Après avoir survécu à leur incroyable voyage, ces textes anciens vont rencontrer une nouvelle génération de géants de la littérature. Et ces géants vont, encore une fois, tout changer. Ce tableau résume très bien la situation. Il ne faut surtout pas voir la modernité comme une rupture totale avec l'Antiquité. C'est plutôt un dialogue, une transformation. Des auteurs comme Dante, Shakespeare ou Cervantes sont de très grands connaisseurs des classiques grecs et latins. Mais ils ne se contentent pas de les copier. Ils vont prendre cet ADN littéraire, si vous voulez, et l'utiliser pour créer quelque chose de complètement nouveau, pour exprimer une sensibilité nouvelle. Et comment est-ce qu'ils innovent, concrètement ? Dante, par exemple, il va mélanger sans complexe la mythologie païenne et la théologie chrétienne. Shakespeare, lui, va faire voler en éclats les règles du théâtre classique pour explorer les doutes et les angoisses de ses personnages. Et Cervantes, avec Don Quichotte, il invente, ni plus ni moins, le roman moderne. Le point commun entre toutes ces révolutions, c'est un changement de focale. On passe du destin d'un peuple, l'épopée collective, au drame intérieur d'un seul individu. Parfait. On a maintenant tous nos indices en main. Le moment est venu de résoudre notre mystère. Qu'est-ce qui fait vraiment un classique? Et vous allez voir, la réponse n'est pas aussi simple que de dire c'est un texte qui parle de thèmes universels. C'est un peu plus complexe et fascinant que ça. Alors, voilà, on est au cœur du réacteur. Un classique, c'est une œuvre qui a 4 qualités exceptionnelles. D'abord, la simplification iconique. On peut la résumer en une image, un symbole fort. Ulysse qui va rentrer chez lui, Don Quichotte et ses moulins à vent.
Ensuite, l'ambiguïté. L'œuvre a des zones d'ombre, des questions sans réponse claire. Hamlet est-il fou ou fait-il semblant? Troisièmement, la généralisation. L'histoire d'un seul individu, Oedipe, finit par nous raconter quelque chose sur la condition humaine dans son ensemble. Et enfin, le quatrième ingrédient, qui est peut-être le plus important, la plasticité. C'est sa capacité incroyable à être réinterprété, adapté, transformé par chaque nouvelle époque pour qu'il continue à nous parler. Pour bien comprendre cette idée de plasticité, l'analogie qui est proposée dans le cours est tout simplement géniale. Un classique, c'est comme la Joconde. Le contexte de sa création, le XVIe siècle florentin, s'est effacé pour la plupart d'entre nous. Mais son sourire, lui, reste. Il est là, ambigu, fascinant, et il nous pousse, nous, 5 siècles plus tard, à nous poser des questions. Un classique survit parce qu'il nous invite à projeter sur lui nos propres interrogations. Donc la grande idée à retenir, c'est vraiment celle-ci. Un classique, ce n'est pas une relique qu'on admire derrière une vitre dans un musée. C'est un interlocuteur. C'est un participant actif à une immense conversation qui se poursuit depuis des millénaires. Une conversation sur ce que ça veut dire être humain. Et cette conversation, eh bien, nous en faisons partie. Nous sommes les héritiers de toute cette chaîne. Nous sommes celles et ceux qui, aujourd'hui, lisent, interprètent et font vivre ces textes. Alors, la question finale que cette enquête nous renvoie, c'est celle-ci. Nous, quelle va être notre réponse? Qu'allons-nous ajouter à ce grand dialogue de l'humanité? Je vous remercie pour votre attention.